Et si on parlait de sport ? Une émission produite par Laurent Garnier avec le concours du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne. Et bonjour à tous et bonjour à toutes, très heureux de vous accueillir pour cette 38e émission de Si on parlait de sport. Et avec Pauline Gaston-Conduit et Nathan Coquille, nous allons avoir le plaisir de vous parler de sport, mais surtout de donner la parole à ceux qui font le sport. Bonjour à la Dream Team. Bonjour Laurent. Bonjour à Brigitte Linder et son équipe du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne, Clara, Norbert et Nils qui nous font confiance et nous accompagnent pour la réalisation de cette émission. Pour cette 38e émission, nous accueillons Jean-Pierre Finazzi, président du comité départemental de voile de Haute-Garonne, Natacha Salom, président du club de voile de Laragou, et Brigitte Linder, qui est la présidente de la Fédération nationale du sport en milieu rural. Voilà, un nouveau titre pour elle. On est heureux de vous accueillir tous. Bienvenue dans cette émission. ICO, tiens bon la barre et tiens bon le vent, direction les plans d'eau. Nous vous parlerons de gréement, de voile, de dérive, lofer, border, abattre et choquer. Tout ce que tout bon marin doit savoir s'il veut naviguer et bien maîtriser son bateau. La voile est à la fois un sport, un loisir et un mode de transport, offrant au navigateur une connexion unique avec la nature et un défi constant à maîtriser les éléments. Que ce soit pour une balade tranquille sur un lac calme ou une course effrénée autour du monde, la voile continue de captiver et d'inspirer des générations de marins. C'est ce que nous vous proposons d'aborder. En deuxième mi-temps, nous vous proposons une immersion dans le monde rural au cœur de nos villages et nos campagnes, avec une fédération nationale qui œuvre pour le sport dans le monde rural. Le sport pour tous est pratiqué par tous. Plus d'une centaine de pratiques sportives sont représentées au sein de cette fédération multisport, de la gym et activités de bien-être, au sport de nature, en passant par les disciplines dites classiques, aux jeux sportifs traditionnels jusqu'aux disciplines spécifiques développées par la fédération. Tout est réuni pour que le sport soit à la portée de tous, et c'est à découvrir dans Et si on parlait de sport ? Et oui Pauline, mais avant le coup d'envoi de cette 38e émission, place à l'avant-match et aux principaux résultats sportifs de la semaine. Et si on parlait de sport ? Avant-match. Oui, on va passer aux principaux résultats sportifs de la semaine avec toi Laurent. Et oui, on va faire un grand saut avec le saut à ski et nous allons sur la Coupe du Monde à Inzenbach en Autriche. 6e samedi sur le petit tremplin autrichien, notre Française Joséphine Pagnier a amélioré la marque dimanche pour terminer 4e sur le même site. Elle est actuellement 5e au classement général de cette Coupe du Monde. Et passons au ski alpin et la Coupe du Monde de Palisade Toé aux États-Unis. Malgré une bonne deuxième manche, Clément Noël n'a pas réussi à aller chercher l'Autrichien Manuel Feller qui s'impose avec 28 centièmes d'avance sur le Français. On passe du ski alpin au ski cross, donc avec la Coupe du Monde à Reitenram en Autriche. Belle journée pour le ski cross français avec Yuri Duplessis Kergomar, qui a décroché sa première victoire en Coupe du Monde, accompagné sur le podium par Terence Chiknavorian, 3e. Marielle Berger-Sabatel a, elle, signé un nouveau podium en prenant la 2e place. Et en athlétisme et les championnats de France hivernaux, Mélina Robert-Michon a remporté le concours du disque des championnats de France hivernaux des lancers avec un jet à 61,02 m à Salon de Provence. Alexandra Tavernier, elle, qui revenait de blessure, a mis fin à son concours du marteau après un jet mordu. Et en ce qui concerne le 10 km de Castellon, en pleine préparation hivernale, la record woman de France du 3000 m steeple, Alice Finot, a couru un 10 km en 32 minutes 45, son record personnel jusqu'à présent, à Castellón, en Espagne. Et on va passer par le tennis de table, l'exploit de nos jeunes Français et Françaises au championnat du monde par équipe de Busan en Corée du Sud. La France a décroché une médaille d'argent historique aux mondiaux par équipe de tennis de table à Busan. Les Bleus, représentés par les frères Alexis et Félix Lebrun et Simon Gauzy, ont été battus en finale 3-0 par des Chinois intouchables, portés par les 3 meilleurs joueurs de la planète et champions du monde pour la 11e fois de rang. L'équipe de France, elle, féminine, s'est inclinée contre la Chine 3-0 en demi-finale. Les Bleus repartent quand même avec une très belle médaille de bronze. Et en tennis, l'ATP 500 de Dubaï, Arthur Cazaux a confirmé son excellent début de saison en se qualifiant pour le tableau final de l'ATP 500 de Dubaï. En revanche, Richard Gasquet et Lucas Van Hache se sont inclinés. On passe au cyclisme maintenant avec la Faune Drôme Classique. Le Suisse Marc Hirschi de l'UEA Team Emirates a remporté cette classique dimanche, s'échappant d'un petit groupe à 2 km de l'arrivée. Warren Barguil, qui est le premier Français au bord du podium, a
à la place de 4e. En basketball et les qualifications de l'Eurobasket 2025, très attendues face à l'adversaire le plus dangereux du groupe, les Bleus de Vincent Collet ont disposé sans difficulté de la Croatie, 73-61. On passe au volleyball avec le Marmara Spike League, la Saint-Nazaire qui a concédé à Toulouse une 8e défaite au tie-break pour 8 disputés cette saison. Paris a remporté un 6e match d'affilée face à Narbonne, 3-0. Montpellier bat Poitiers, 3-0, alors que Sète s'impose lui aussi 3-0 devant le Plessis-Robinson. Et on passe chez les filles en Ligue A féminine. Béziers s'est incliné 1-3 devant le Canet. Et parlons handball et notamment de la Liqui Moly Star League. Devant le match au sommet de la 18e journée, Paris s'est imposé à Montpellier 31-26. Et on passe au football féminin avec une très belle victoire des Bleus en Ligue des Nations. Les Bleus sont en finale. Les Françaises ont résisté aux Allemandes, leur bête noire jusqu'à présent. Elles ont finalement remporté leur demi-finale de la Ligue des Nations 2-1. Elles affronteront les Espagnols, championnes du monde, en finale. Et cette fois, le football masculin et la Ligue Europa. Le TFC est éliminé de la Ligue Europa après son nul 0-0 face au Benfica Lisbonne en 16e de finale retour. Et en Ligue 1, Toulouse a réalisé un match renversant ce dimanche à domicile face à Lille, 3-1, avec un système hybride et une attaque en feu portée par un grand Aubameyang. Marseille a fait mal à la défense de Montpellier, 4-1. Et du football, on passe au rugby, Pauline, avec ce fameux tournoi des 6 nations où l'Irlande s'est imposée avec le bonus offensif 31-7 contre une valeureuse équipe du Pays de Galles samedi à Dublin. Avec une 3e victoire en autant de matchs dans le tournoi, l'Irlande est toujours en lice pour le Grand Chelem. L'Écosse, portée par un triplé de Duhan van der Merwe, a terrassé son ennemi anglais pour la 4e fois de suite, 30-21 à Murrayfield. Le 15 du Chardon remonte à la 2e place du classement du tournoi des 6 nations. En supériorité numérique durant la seconde période, l'Italie accroche un résultat nul historique, 13-13 à Avenue de la Dasque dimanche après-midi face au 15 de France. Lors de la 3e journée du tournoi Destination, ce fut pas brillant, ce fut même pénible à regarder. On espère que nos prix français vont se relever. Après, nous allons enchaîner sur le top 14 à Perpignan. À la lutte pour le maintien, a décroché sa 5e victoire lors de ses 7 derniers matchs. Et face à La Rochelle, double champion d'Europe en titre, les Catalans portés par Tommaso Allan en feu, a ajouté la manière puisqu'ils ont obtenu le bonus offensif 27-15. Montpellier, lui, s'impose 28-23 face à Bayonne. Les Héroltais ont profité des fautes bayonnaises pour l'emporter, alors que l'Aviron bayonnais est rentré dans les clous du bonus défensif après la sirène. Succès aussi précieux que convaincant pour Castres, qui empoche le bonus offensif face à Bordeaux, 41-12. Diminué par de nombreuses absences, l'UBB n'aura finalement fait illusion que pendant 20 minutes avant de subir face à la puissance des Tarnais. En supériorité numérique dès la 11e minute, les champions de France toulousains n'ont pas laissé passer l'occasion de s'imposer 33-37 à Marcel Michelin face à Clermont. Toujours en rugby, on passe simplement à la Pro D2. Béziers s'est incliné face à Vannes 45-17. Montauban a lui aussi perdu contre Rouen 29-10, alors que Colomiers a largement battu Biarritz 51-14. On va toujours parler de rugby, mais cette fois du rugby à 7 et le tournoi de Vancouver. L'équipe de France féminine n'a rien pu faire contre les Néo-Zélandaises, défaite 35-19 en finale. Les Bleus tenteront de décrocher leur première victoire sur le circuit à Los Angeles cette semaine et l'équipe de France masculine de son côté a été éliminée en demi-finale par la Nouvelle-Zélande. Elle s'est imposée face aux États-Unis 42-12 lors du match pour la 3e place du Seven de Vancouver. Les Bleus décrochent donc une médaille de bronze pour la première d'Antoine Dupont avec ses nouveaux coéquipiers du rugby à 7. On va parler un petit peu de voile, Pauline, avec ce fameux Grand Prix, Sail Grand Prix, qui se déroulait à Sydney en Australie. C'est une épreuve qui a été lancée, qui est actuellement télévisée et qui est assez spectaculaire. 4e dimanche à Sydney, la 8e manche de la saison remportée par les Australiens. Les Français terminent une nouvelle fois au pied du podium. Au championnat, l'équipage Quentin Delapierre passe de la 7e à la 5e place. Merci Laurent pour ces résultats. Place à une nouvelle chronique spéciale Jeux Olympiques Paris 2024 où nous vous proposons 100 ans de Jeux Olympiques de 1976 à 1996. Et si on parlait de sport, la chronique des Jeux Olympiques Paris 2024. Chaque semaine, nous vous proposons de revisiter l'histoire des Jeux Olympiques, ses origines, ses valeurs, ses champions, son palmarès, avec notre chronique spéciale Jeux Olympiques Paris 2024, accompagnée de Laurent Garnier. Bonjour. Bonjour Pauline. Alors cette semaine, nous vous proposons un survol des éditions de 1976 à 1996, un voyage qui nous conduira de Montréal à Moscou, Los Angeles, Séoul, Barcelone et Atlanta. Alors Laurent, on va commencer avec toi avec les Jeux de 1976. Et oui, on va se resituer à Montréal en 76, une ambiance électrique qui régnait à cette
époque-là, avec l'excitation sportive et des tensions politiques palpables. Des Jeux qui auraient dû être célébrés avec l'unité mondiale à travers le sport, qui se sont déroulés dans un contexte de boycott et de controverse. Malgré ces tensions, des performances sportives ont illuminé les stades et les piscines de Montréal. Des légendes sont nées, telles que la fameuse gymnaste, la toute jeune Nadia Comaneci, qui a obtenu le premier 10. Ce fut un moment historique extraordinaire dans l'histoire des Jeux Olympiques. Dans les bassins, on notera aussi, on se souvient maintenant des exploits de Mark Spitz, qui a continué à dominer remportant 7 médailles d'or. Sur le plan sportif, les médailles d'or de ces Jeux ont inclus des noms gravés dans l'histoire, et on revient bien sûr sur Nadia Comaneci en gymnastique, l'américain Bruce Jenner dans le décathlon, l'allemande Cornelia Ender en natation, qui a remporté 2 titres individuels sur 100 mètres papillon et 200 mètres nage libre. Un exploit sans précédent. L'américain Jim Montgomery aussi est allé au bout de ses possibilités pour gagner le 100 mètres et établir un record historique record du monde historique, 49,99. Côté français, la France remporte un total de 5 médailles d'or, 5 d'argent et 3 de bronze. Et parmi nos médaillés d'or figurent des athlètes tels que le fameux Guy Dru, qui sur 110 mètres a remporté le titre, Jacques Rogge en voile, Michel Roche en saut obstacle en équitation, Jean-Claude Maignan au tir au pistolet à 50 mètres et l'équipe masculine de Fleuret en escrime. Ce fut un superbe jeu, entaché un peu par de la politique. On était au Canada. Du Canada, on fait un grand saut et on se retrouve en 1980 du côté de Moscou, Pauline. Oui, c'est ça. Et les Jeux olympiques de Moscou ont été entourés d'une ambiance politique tendue, marquée par le boycott de plusieurs pays occidentaux en réponse à l'invasion de l'Afghanistan par l'Union soviétique. Cette invasion avait suscité une forte condamnation internationale et en signe de protestation, le président américain Jimmy Carter avait décidé de boycotter les Jeux olympiques d'été de 1980, donc comme tu viens de le dire, qui se sont déroulés à Moscou. Le monde du sport tremble. Lors de la cérémonie d'ouverture, 80 pays seulement défilent une soixantaine boycotts dans la foulée des États-Unis, la RFA, la Chine, le Japon, le Canada et bien d'autres. Pour la France, le président Valéry Giscard d'Estaing a invité chaque fédération à décider seule. L'équitation, le tir à l'arc et la voile refusent de cautionner Moscou. Les autres bleus évolueront dans une atmosphère martiale et hostile. Sur le plan sportif, parmi les moments historiques, on se souviendra du nageur russe Vladimir Zalnikov qui a établi un nouveau record du monde lors de sa victoire dans le 1500 mètres nage libre. L'haltérophile soviétique aussi, Vassili Alexiev, qui a captivé les spectateurs en remportant sa 3e médaille d'or consécutive dans la catégorie des poids lourds. Il y a aussi Marita Koch en athlétisme qui a remporté la médaille d'or sur 400 et celle du relais 4x400 mètres féminin. Le duel légendaire entre Sébastien Coe, médaille d'or du 1500 mètres, et Steve Ovett, médaille d'or du 800 mètres, qui demeure l'un des moments les plus emblématiques de l'histoire de l'athlétisme. Ouais, ce fut un très très grand moment. C'était deux athlètes qui se sont... l'un a gagné et le lendemain ils ont couru et ils se sont battus. Et inversement, c'était extraordinaire à vivre. Et alors, côté français, l'escrime français a l'honneur dans ces Jeux Olympiques avec 4 médailles d'or. Pour la première fois de l'histoire de l'escrime, une Française, la fleurettiste Pascale Trinquet, est devenue championne olympique avant de décrocher l'or par équipe au fleuret avec les équipes de fleuret et d'épée hommes, ce que jamais aucune nation n'a réalisé depuis que l'escrime est devenu un sport universel. Cette fabuleuse réussite, 6 médailles au total, donc médaille d'argent pour Pascal Joliot au fleuret et médaille de bronze de Philippe Riboud à l'épée, fait entrer cette équipe dans la légende. Elle surpasse les équipes, les soviétiques sur leur propre terre. Ouais, sur leur terrain, c'était effectivement énorme aussi cette victoire des Français, ça restera dans les mémoires. Et en judo, Angelo Parisi a jamais le premier, vainqueur chez les lourds et le premier champion olympique de l'histoire du judo français, ainsi que Thierry Rey au bout de son rêve en moins de 60 kilos qui remporte lui aussi la médaille d'or. Et alors de 1980, on passe à 1984 où les Jeux se sont déroulés à Los Angeles. Alors inévitablement, on passe de Moscou à Los Angeles. Pauline, t'imagines bien que nos amis russes ne vont pas laisser les choses comme ça. Ça a été bien plus qu'une compétition sportive, un contexte politique de l'époque qui était dominé par la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique. En réaction, bien évidemment, de l'invasion soviétique de l'Afghanistan en 1979, les États-Unis avaient boycotté les Jeux Olympiques d'été de Moscou en 80. 4 ans plus tard, l'Union soviétique et d'autres pays du bloc de l'Est ont à leur tour boycotté les Jeux de Los Angeles en représailles du boycott précédent et en raison de problèmes de sécurité perçus. Sur le plan sportif, par contre, malgré le boycott, ce fut une vitrine éblouissante de talents sportifs et de la détermination des athlètes du monde entier. Des performances inoubliables ont marqué cette histoire et notamment, on se souvient tous de celle de Carl Lewis qui a remporté 4 médailles d'or en athlétisme, imitant ainsi le fameux Jess Owen aux Jeux de Berlin en 1930.
1936. Côté français, les Jeux de Los Angeles ont également été le théâtre de grandes réalisations pour nos athlètes. Parmi les moments les plus mémorables, on compte la victoire de l'équipe de France de football masculin qui a remporté la médaille d'or en battant le Brésil 2-0. Peut-être que c'était prémonitoire pour ce qui s'est passé quelques années plus tard, mais on y reviendra. Dans d'autres disciplines, des athlètes ont également brillé. Parmi eux, le perchiste Pierre Quinon avec un saut à 5,75 qui est médaillé d'or, et Thierry Vigneron, lui, médaillé de bronze. C'est-à-dire que 2 Français étaient dans le dernier carré et sont finalement montés sur le podium, médaille d'or, médaille de bronze. En escrime, Philippe Boisse décroche l'or à l'épée et Jean-François Lamour au sabre. Pour finir cette récolte d'or, le jeune tireur de 21 ans, Philippe Héberlé, médaille d'or au tir à la carabine à air à 10 mètres. Voilà pour cet épisode qui s'est déroulé à Los Angeles, et on s'envole à nouveau, on change de continent et on atterrit là à Séoul, en Corée du Sud, en 1988, Pauline. Oui, c'est ça, et les Jeux Olympiques de Séoul en 1988 restent gravés dans l'histoire comme un événement majeur à la fois sur le plan sportif et politique. Ces Jeux étaient tendus, marqués par la division de la péninsule coréenne depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les Jeux ont été marqués par des moments historiques inoubliables. Parmi ces moments, on peut citer l'ouverture des Jeux avec l'allumage de la flamme olympique par l'archer sud-coréen paralympique Tong-Hwan Kang, qui a réalisé un tir parfait depuis le stade olympique. C'était un symbole puissant de l'union entre tradition et modernité, un thème récurrent tout au long de l'événement. Et comment ne pas aborder le scandale Ben Johnson quand la gloire sportive dérape? Après avoir remporté la médaille d'or avec un temps record de 9 secondes 79, le sprinter canadien Ben Johnson a été soumis à un test de dépistage de drogue qui a révélé la présence de stéroïdes anabolisants. Cette découverte a déclenché un tumulte mondial, remettant en question l'intégrité des performances de Johnson et jetant une ombre sur le monde du sport. Le scandale Ben Johnson a mis en lumière les pratiques de dopage répandues dans le monde du sprint et du sport en général. Il a également conduit à des réformes majeures dans les programmes de dépistage de drogue et à un examen plus approfondi des règles et réglementations entourant l'utilisation de substances améliorant la performance. Ouais, c'était vraiment énorme de voir ce coureur qui dépassait à l'époque Carl Lewis, qui était le leader, et ce gars qui arrivait de nulle part, qui a réussi. Dans ses yeux même, on était tous surpris. Il y a vraiment eu un moment donné, tout le monde se posait de grosses questions, et je dirais que malgré ce qui s'est passé, personne n'a été véritablement surpris. Ça a eu un mal, mais qui est devenu un bien, puisque à partir de cette date-là, à partir de cet événement-là, aux Jeux Olympiques, les contrôles antidopage ont vraiment été beaucoup plus importants. Oui, et maintenant on peut parler aussi sur le plan sportif. Parmi les moments forts, il y a eu le sprint incroyable de l'américaine Florence Griffith-Joyner, qui est surnommée Flojo, et qui a remporté 3 médailles d'or et a battu 2 records du monde dans les épreuves de sprint. De même, le nageur américain Matt Biondi a impressionné le monde avec 7 médailles, dont 5 en or. La jeune américaine Janet Evans, qui a émergé comme l'une des stars incontestées de la natation, a seulement 17 ans. Evans a marqué l'histoire en remportant 3 médailles d'or et en établissant 2 records du monde. Et côté français, parmi les moments forts, la médaille d'or de Pierre Durand sur son fidèle cheval Japlou reste un moment emblématique de l'histoire du sport équestre français. La victoire de Jean-François Lamour aussi au sabre, qui a été saluée comme un triomphe pour la France, ainsi que la médaille d'or de l'équipe masculine d'épée en escrime. En judo, la médaille d'or de Marc-Alexandre en moins 71 kg. Et en voile, les médailles d'or de Nicolas Hénard, Jean-Yves Lederoff sur Tornado et 470, Thierry Popney et Luc Pillot. Et du coup, les prochains Jeux se déroulent à Barcelone en Espagne en 1992. Voilà, donc on est 4 ans plus tard. On arrive à Barcelone, en Espagne. Ce sont les Jeux de Barcelone qui étaient les premiers à être organisés après la chute du rideau de fer et la fin de la guerre froide. On se souvient tous de ce mur qui est tombé symboliquement en Berlin, et ça a changé pas mal de choses. C'est qui conférait une signification particulière dans un contexte de changements mondiaux. La planète est en pleine révolution. La guerre embrasse les Balkans. Des conflits larvés continuent de menacer la paix. Un an après l'invasion du Koweït par l'Irak, et pourtant, après les boycotts successifs de 1976 à 1988, les Jeux sont enfin universels à Barcelone avec 172 délégations. Le symbole de la réconciliation, dira-t-on, l'invitation faite aussi à l'Afrique du Sud, qui revenait sur la scène olympique après des décennies d'isolement en raison de l'apartheid, a été un moment emblématique de réconciliation et de réunification du monde sportif. On en vient justement sur ce monde sportif, Pauline, avec les moments forts, et on se souvient notamment, bien sûr, de cette équipe
équipe américaine surnommée la Dream Team, dont on parle encore aujourd'hui, qui était composée de 2 grandes légendes, Michael Jordan et Magic Johnson, qui a remporté la médaille d'or de manière écrasante. On peut citer aussi dans ce beau résultat le nageur Alexandre Popov, qui a remporté 2 médailles d'or dans les épreuves de sprint, et la gymnaste américaine Shannon Miller, qui a décroché 5 médailles, dont 2 en or. Âgée simplement de 14 ans lors des Jeux, il faut le noter, Fu Mingjia, qui est la plus jeune athlète chinoise à participer à la compétition, elle devient championne olympique de haut vol à 10 mètres, à l'âge de 14 ans simplement. Côté français, eh bien sûr, on ne peut pas oublier Marie-Josée Pérec, qui a dominé l'épreuve du 400 mètres, dépassant ses adversaires avec une accélération fulgurante dans la dernière ligne droite finale pour franchir la ligne d'arrivée en tête. L'escrime française aussi, qui continue à balayer tout sur son passage avec Philippe Omnes au fleuret, Eric Streski décroche l'or à l'épée. En judo, Cathy Fleury a jamais la première en devenant la première championne olympique de judo féminin français. En catégorie moins de 48, Cécile Novak a elle aussi rejoint sa coéquipière. Elle a remporté la médaille d'or, mais Cathy avait été nommée, avait eu ce titre bien avant elle dans la journée, donc c'est elle la première, comme on dit. Dans l'épreuve individuelle du tir à l'arc, Sébastien Flute a décroché sa flèche finale avec une précision touchant la cible au centre en assurant ainsi la victoire olympique. Ce fut un moment très fort d'émotion pour tout le tir à l'arc français. Et alors de cet événement barcelonais d'Espagne, on retourne aux États-Unis 4 ans plus tard et on arrive à Atlanta, en Géorgie, en 1996, Pauline. Et oui, lors de ces Jeux, plus de 10 000 athlètes représentant 197 nations ont pris part à ces Jeux, faisant de cette édition l'une des plus grandes de l'histoire olympique à l'époque. La cérémonie d'ouverture a été marquée par l'allumage de la flamme olympique par Mohamed Ali, un ancien champion du monde de boxe que tout le monde connaît, malgré son combat contre la maladie de Parkinson. Alors sur le plan sportif, Michael Johnson a réalisé un exploit remarquable en remportant l'or dans les épreuves du 200 mètres et du 400 mètres, établissant même un nouveau record du monde dans cette dernière épreuve. Carl Lewis, l'icône américaine de l'athlétisme, a ajouté à sa légende en remportant une médaille d'or de plus dans le saut en longueur, devenant ainsi l'un des athlètes les plus titrés de l'histoire olympique. Et leur côté français, il y a eu de nombreuses médailles, et on va commencer par Marie-Josée Pérec, qui a réalisé un doublé historique en remportant l'or dans les épreuves du 200 et du 400 mètres. Jean Galfion, qui a passé une barre à 5,92 m de haut pour s'emparer de la médaille d'or. Les kayakistes français Addison et Ford qui ont brillé dans l'épreuve de kayak en slalom en décrochant l'or. En cyclisme, Fabien Rousseau devient champion olympique dans la course au kilomètre. En poursuite par équipe, l'équipe de France a décroché la médaille d'or. Félicia Ballanger, qui s'est imposée dans l'épreuve de vitesse individuelle, alors que Nathalie Even-Lancien est devenue championne olympique dans la course au poing. Laura Flessel, à l'épée, remporte le titre individuel et la médaille d'or. Elle récidive avec l'équipe de France d'épée pour devenir championne olympique. Les judokas ne sont pas en reste, avec David Douillet, Jamel Bourras chez les hommes et Marie-Claire Restou chez les femmes, qui apporte à la France 3 nouvelles médailles d'or. Et on va finir avec Jean-Pierre Amat, champion olympique du tir, carabine 50 mètres, 3 positions hommes, qui conclut la moisson de médailles d'or pour la France. Et merci Pauline donc pour toutes ces informations, et on espère que cela vous a plu. Nous continuerons donc la semaine prochaine nos chroniques spéciales Jeux Olympiques de Paris 2024, 100 ans de Jeux Olympiques, et là on se fera de 2000 à 2021, partie 4 de Sydney à Athènes, Pékin, Londres, Rio et Tokyo. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à vous procurer ce livre, l'équipe 100 ans de Jeux 1924-2024 aux éditions Solar. Et maintenant, place à la première mi-temps de cette émission, si l'on parlait de sport, avec nos invités, Natacha Salom, président du club de voile de l'Aragou, Jean-Pierre Finazi, président du comité départemental de voile de Haute-Garonne. Et si on parlait de sport, première mi-temps. Retour dans l'émission, et si on parlait de sport, avec nos invités Natacha Salom, présidente du club de voile de l'Aragou, et Jean-Pierre Finazi, président du comité départemental de voile de Haute-Garonne. Bonjour à tous les deux, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors Natacha, on va commencer avec toi. Peux-tu nous dire quel est ton parcours et le lien avec cette passion qui est la voile ? Oh là là, c'est tombé en l'an 2000. Je suis arrivée aux Caraïbes et on m'a fait une petite sortie en mer et je suis montée sur un bateau. Et là, le gros déclic, quoi. Vraiment, ça a été le coup de foudre. L'an 2000, quoi, tout explose, on monte sur un bateau et c'est parti. C'est exactement ça. Du coup, ça m'a un peu perturbée, c'était pas du tout dans mes projets, mais du coup, j'ai réfléchi, je me suis inscrite à l'école maritime parce que c'était la procédure pour pouvoir monter à bord. Et du coup, grâce à mon métier, j'ai pu faire une équivalence, parce
que je viens de l'hôtellerie. Et du coup, je suis montée, j'ai trouvé des enrôlements différents, jusqu'à arriver sur un maxi kata de 20 mètres, adapté pour la croisière. Là, ça a été vraiment le kiff. Et pendant 1 an et demi, 2 ans, j'ai navigué. Sortant de là, je pouvais pas partir non plus ailleurs. Du coup, j'ai vécu à bord de notre bateau, le mien. J'ai continué à vivre vraiment de cette passion. Et puis un jour, il a fallu que je rentre, pour diverses raisons, peu importe. T'avais quoi comme bateau? Alors, sur le mien, c'était un 15 mètres. Ouais. Et c'est un acier. D'accord. Sans assistance, sans rien. À la rude, à la dure. Mais trop bien, quoi. Et puis en rentrant en France, je reprends une vie à peu près normale, entre guillemets, on dira. Et puis je suis arrivée au bord, je suis à Toulouse, un petit lac où maintenant j'y suis assez souvent. Et je fais le tour du Laragou et je vois club de voile. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Un club de voile à cet endroit pour moi, c'était vraiment tout petit. Et puis je me dis, mais c'est chouette quand même, c'est pas pour rien que je suis là. Et du coup, je me suis inscrite. Et puis depuis l'année dernière, je suis passée présidente du club. Donc je suis assez fière et j'ai envie d'y passer ma passion, de voir des jeunes, des moins jeunes rentrer dans ce club et de le faire vivre et de le faire rajeunir surtout. Donc voilà. Et on va donner la parole aussi à Jean-Pierre. Alors, toi, tu es présidente du comité de voile de Haute-Garonne. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ton parcours et son lien avec la voile? Oui, tout à fait. Donc, moi, j'ai toujours aimé l'eau. Et donc, dans les années 2000, je cherchais quelque chose à faire sur l'eau. Et donc, j'ai trouvé un club qui m'a super bien accueilli, initié. Et donc, je suis resté dans ce club. Et puis je m'y suis investi. Voilà, donc je suis passé secrétaire, puis vice-président. Le président était un peu loin de Toulouse, donc j'avais à charge la relation avec le comité départemental. Et d'un fil à l'autre, je suis devenu président et j'en suis président depuis 2008. Voilà, et puis donc entre-temps dans le club, de la formation, donc de l'initiation surtout au niveau de tous les jeunes qui venaient, et les moins jeunes, un peu de régate, et je fais de l'arbitrage de club et des résultats aussi. Sur des régates toujours donc? Je régate toujours, oui. Je régate toujours sur un petit habitable qui s'appelle Maribo. Alors, un foxtrot. Le département est grand à gérer? Alors le département n'est pas très grand à gérer. Nous ne sommes que 4 clubs, donc on y viendra après, mais pour 270 licenciés. Voilà. D'accord. Alors, donc on revient sur une petite question quand même. C'est la voile, donc un sport nautique passionnant qui offre une grande variété de disciplines. J'ai envie de vous demander un petit peu, parce qu'elles ont des caractéristiques différentes, vous pouvez nous faire une présentation de toutes ces disciplines? Parce que pour le grand public, la voile, ça va effectivement du bateau qui va traverser l'Atlantique au petit optimiste. Voilà, est-ce que vous pouvez faire un petit peu de présentation de ce sport? Donc effectivement, ce qu'on peut connaître de la voile et le peu qui en est médiatisé, c'est souvent les grands supports, les grandes régates autour du monde, type Vendée Globe. Mais la voile, c'est pas que ça. Il y a de nombreux supports que l'on catégorise. Donc nous avons la voile légère, donc ce sont des dériveurs qui sont ou en solitaire ou en équipage. On précise, les dériveurs, c'est aussi les classes qui font les Jeux Olympiques. Donc nous avons dans la classe olympique effectivement des dériveurs type Ilka. Les anciens, alors pour les anciens de la voile, ce sont les lasers ou des catamarans de type flotte linéaire. Ça, c'est la partie voile légère. Après, il y a la voile habitacle, comme tu as vécu, toi, Natacha. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme type de bateau là-dedans? Alors, les habitables, ça commence déjà très court parce que le plus petit habitable est un maraudeur qui fait 4,60 m, qui n'a d'habitable que le nom d'ailleurs. Puisque en fait, quand on parle d'habitable, c'est quand le roof est fermé. Et donc, ça démarre donc à cette longueur-là jusqu'à plusieurs dizaines de mètres en monocoque ou en multicoque d'ailleurs. Et donc, on voit souvent des super yachts, ce que l'on voit quand on se promène sur les quais en bord de mer. Comme autre support, on va trouver donc ce qu'on appelle la glisse ou l'extrême glisse. Maintenant, donc l'extrême glisse, ce sont des supports qui sont équipés de foil. Le foil, une lame qui dans l'eau avec la vitesse soulève le flotteur. Donc historiquement les planches à voile qui avant n'étaient pas équipées, donc qui maintenant sont de plus en plus équipées de foil. Donc la différence avec une planche et avec les autres supports, c'est que la planche elle a son mât fixé et sa voile qui tient au mât. Ensuite, nous avons des kites ou kitesurf. Donc ces engins sont propulsés par une aile qui s'envole au vent à plus de 20 mètres de haut et donc c'est un sort de cerf-volant avec une planche au pied. Voilà. Je résume. Un cerf-volant, mais très haut, hein,
On le voit de plus en plus maintenant, ça va à une vitesse. Et ça va très vite, et certains, après kitesurf à foil qui vont extrêmement vite. Et on va trouver un support qui devient très en vogue maintenant, c'est la Wind, ou Wing si elle est équipée de foil. Donc en fait, c'est une aile triangulaire que l'on tient à la main et on évolue sur une planche. Qui est la même que le kite. Donc ça, par contre, c'est un support qui est très adaptable à tous les plans d'eau et qui est très facile à mettre en œuvre parce qu'on gonfle l'aile avec une pompe et ensuite on tient à la main, on est debout sur la planche et on peut en voir tout proche de chez nous, on peut en voir sur le lac de la Ramée, donc sur Toulouse. On en voit souvent. Il y a assez de vent dans cette région-là pour faire ce type de pratique. Alors, les plans d'eau intérieurs sont des plans d'eau compliqués. Mais effectivement, le vent souffle, on a le vent d'OTAN ou le vent d'ouest, on arrive à avoir suffisamment de vent pour arriver à faire décoller ces supports. C'est pour ça que c'est intéressant de le dire qu'effectivement, les gens qui ne savent pas, qui arrivent un peu dans la région et qui veulent continuer une passion, il n'y a pas que le bord de mer, on a effectivement Haute-Garonne aussi de quoi s'éclater, comme on dit aujourd'hui, par rapport à ces pratiques-là. Donc effectivement, tous les plans d'eau intérieurs, on peut pratiquer de la voile du moment que c'est accessible. Alors là, on ne parle pas que de compétition, mais il y avait aussi la navigation de plaisance. Vous êtes ici pour nous parler bien sûr du loisir, mais un peu de compète. Il y a la navigation de plaisance aussi en dernier point. Alors la navigation de plaisance, effectivement, c'est d'ailleurs le plus gros de l'activité voile, puisque c'est là où on va retrouver les familles qui naviguent pour le plaisir, pour la découverte du milieu nautique, du milieu marin ou de la faune et flore que l'on peut trouver dans nos différents plans d'eau. Et alors, justement, tu parles de plans d'eau. On arrive en Haute-Garonne, qu'est-ce qu'on va trouver comme structure d'accueil si on veut aller faire de la voile? Alors il y a sûrement des étendues d'eau un peu partout. Raconte-nous un peu ce qu'on peut faire quand on arrive dans ce département. Alors en Haute-Garonne, donc, nous avons 4 clubs affiliés à la Fédération française de voile, 2 dans le sud de Toulouse au niveau de Carbone qui sont la SPTT voile et le coq nautisme. Donc c'est sur une zone Natura 2000, donc avec une faune et une flore très diversifié. Au nord de Toulouse, Natacha pourrait en parler, donc c'est le club de Verfeuille. Et un club qui est dédié à l'habitable, qui lui a son siège social à Ramonville et qui fait des navigations en Méditerranée ou Atlantique. Mais il y a aussi des plans d'eau proches de Toulouse. Si on va dans le Gers, il y a Saint-Cric. Côté Castelnaudary, il y a le deuxième plus gros club d'Occitanie qui est sur la Ganguise. On peut aller sur l'Ariège avec le club des voiles des rives de l'Héran. Et après, si on prend un peu plus loin, sur Castres, à Sex, un club de voile qui est spécialisé dans l'accueil des personnes en situation de handicap. Et comment est organisée la voile dans la Haute-Garonne, que ce soit pour le loisir ou la compétition? Question à tous les deux. Natacha, tu peux intervenir, bien évidemment. La parole est donnée à tout le monde. Comme tu es présidente de club, en plus, je pense que tu as des choses à raconter. Alors, je m'orienterai plus dans le loisir, parce que la régate, c'est vrai que c'est une question d'envie de faire et d'aller dans ce sens. C'est vrai que pour moi, pour l'instant, c'est pas trop dans mes axes, parce que j'ai envie de développer tout le milieu familial, féminisme, parce qu'en fait, on se rend compte que très peu de femmes sont inscrites justement licenciées féminines. Donc l'idée, c'est aussi de développer ce monde-là, développer les enfants, parce que ça vieillit avec l'âge. Donc il est intéressant de travailler vraiment dans ce loisir-là. Ça veut dire que les femmes ne savent pas naviguer, c'est ça que tu es en train de dire ? Non, peut-être pas assez de place pour elles, ou elles ne trouvent pas, ou elles pensent que c'est peut-être pas leur place non plus. Et d'accueillir justement des familles, du coup chacun trouve sa place. Passer des journées entières tous ensemble, qu'est-ce qu'il y a mieux tel que de passer une passion de toute une famille. Et là du coup, tout le monde a sa place. Et c'est là l'idée en fait que j'ai principale, parce que j'ai envie que chacun trouve sa place dans un plaisir. Donc pour moi ça c'est le loisir. Après j'aime bien le loisir un peu fun. Donc le wing, j'aime bien ça, j'aime que ça twist. Et il faut avoir vraiment divers supports pour vraiment s'éclater. Après moi la régate, bof. J'aime pas trop la compétition, mais je sais que c'est quelque chose qui apporte beaucoup. Et je sais que la Jean-Pierre là-dessus, je suis que t'es plus calé que moi. Donc oui, donc la régate, c'est quelque chose qui anime une grande partie de nos licenciés. Donc il y a des régates, tous les clubs organisent des régates, plus ou moins.
à plusieurs niveaux, que ce soit du régate de club à des régates départementales, voire nationales pour certains. La régate, en fait, c'est on tourne autour de 3 bouées pendant une vingtaine de minutes, et voilà, et ensuite on classe les concurrents. Donc il y a plusieurs manches dans la journée, et toutes ces régates s'inscrivent dans un calendrier fédéral qui est disponible sur le site de la Fédération française de voile. Et dans notre réseau des plans d'eau intérieurs, en fait, on a un critérium qui s'appelle le critérium GO du Grand Ouest Occitan. Et là, on a une centaine de concurrents qui participent à ce critérium sur les 10 clubs qui organisent les régates, et chacun se dispute les différents trophées. Voilà, des jeunes, des féminines et des moins jeunes. Et quelles sont les actions prévues pour le développement? Quels sont les projets? Alors, pour le comité départemental et les clubs s'orientent sur deux axes forts. Alors, sur l'ensemble des licenciés de Haute-Garonne, en fait, on ne voit que 25% de féminines et 25% de jeunes. Donc, on a 2 axes forts. Un, c'est les jeunes, les accueillir et les amener vers la compétition. Et mais c'est pour ça qu'en fait, je pense que quand je dis les familles, c'est ça en fait, on voit ces femmes qui sont pas présentes, ça c'est clair, mais donc on dira dans pas mal de sports. Donc il faut les faire venir, leur donner envie. Et si on leur donne déjà dès l'enfance l'envie d'être là, de voir qu'il y a une part pour elles, il y a vraiment quelque chose à prendre. Donc du coup, peut-être on a de la voile technique, ça c'est sûr. Peut-être moins physique par moment, parce que justement, on n'aura peut-être pas le même physique, mais on sera plus en finesse. Et je pense qu'elles ont vraiment leur place, bien plus que des fois certains. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus. Et du coup, les enfants aussi. Du coup, le but, c'est de rajeunir les licenciés. C'est des activités. On voit bien que les licenciés, au bout d'un moment, ça s'essouffle. On voit que la moyenne d'âge est assez haute. Et l'idée, c'est de rajeunir toute l'activité. Donc, si on prend aussi les familles, les enfants et les femmes, on va pouvoir rajeunir toute vraiment cette discipline, en fait. Alors, la compétition, c'est quand même le truc qui permet aux gens de se stimuler quand même. Donc, même si on vit en famille. Donc, c'est vrai que l'idée de monter... Alors, j'essaie de vous rabibocher tous les deux, mais d'un côté, il y a la régate, puis de l'autre côté, Natacha, le loisir. Et je pense que pour stimuler tout ça, il faut faire un peu de fun quand même. Et je pense que quand il y a une petite compète au bout, ça donne envie. Et alors, on optimise quand on regarde les petits jeunes, parce que j'ai bien suivi cette classe-là, on voit que les filles sont tout à fait capables, parce que c'est pas des bateaux difficiles, et de battre des garçons sur l'eau. Donc voilà, faut démystifier un petit peu ça. J'ai connu l'époque où il y avait un dériveur qui s'appelait L'Équipe, du temps où j'étais dans ce grand journal, et ce petit dériveur très rapide, il y avait des jeunes filles dedans qui étaient extraordinaires et qui allaient très très vite. Donc je pense qu'il faut inciter nos jeunes filles à rejoindre bien sûr la voile. C'est un beau sport. Et on voit aussi quand dans les équipes de France aujourd'hui, dans les grandes régates, actuellement il y a le sailing, Grand Prix Sailing, il y a une jeune femme qui est à la tête et qui est barreuse et qui donne des ordres à tous les garçons, et ça marche très bien, l'ambiance est très bonne. Donc voilà, il y a de l'espoir pour nos jeunes femmes. Heureusement. Justement, je arrivais à la partie conseil. C'est une bonne question. C'est qu'est-ce qu'on conseillerait aux personnes qui souhaitent pratiquer la voile en Haute-Garonne? Comment vous les attiriez? Qu'est-ce que vous pouvez leur envoyer comme message aujourd'hui? Déjà, c'est de ne pas avoir peur de la voile, parce qu'en fait, on pourrait avoir une appréhension de l'eau ou des éléments. Il n'y a aucun danger dans la mesure où on reste dans le loisir. Il n'y a aucun danger à pratiquer de la voile. C'est une activité qui s'acquiert, du moins les basiques s'acquièrent très rapidement, et rapidement on est facilement autonome. La perfection, elle viendra dans la régate, parce qu'en fait c'est la bonne école. La régate, c'est carrément, je suis désolé, moi régatant, c'est la bonne école, c'est la régate pour se perfectionner. Et puis ça stimule. Ça stimule, effectivement. C'est sympa. Challenge. C'est important. Sympa, parce qu'on peut se faire la guerre sur l'eau, mais on se tape sur l'épaule dès qu'on est plus sur l'eau. Et qu'est-ce qu'il y a rien de mieux que d'être sur l'eau, avec le vent qui souffle, sans un bruit de moteur, et nous faire avancer à une allure folle, parce qu'on a beaucoup plus de sensations sur l'eau avec les voiles qu'avec un moteur. Vous n'aurez jamais les mêmes sensations. Et avec ce silence et le bruit, le jour où on a touché à ça... Ça sent le vécu, ça. Ah, c'est trop bien. C'est trop bien. C'est excellent. Natacha nous fait rêver. On est déjà dans l'eau avec elle, là, sur le bateau, du moins. En tout cas, je voulais quand même un petit clin d'œil avant qu'on termine cette interview, parce que c'est aussi un des moments forts qui peut vous ramener des gens. C'est rappeler qu'on est à pas très loin des Jeux Olympiques, et qu'il y aura des épreuves de voile qui se dérouleront du 28 juillet au 8 août à la Marina de Marseille. Vous pourrez suivre justement tous ces dériveurs et tous ces jeunes qui sont sortis à un moment donné de clubs comme le tien, et qui un jour ont dit moi j'ai envie d'aller plus loin. Effectivement, ils se sont peut-être partis un peu plus loin
loin pour aller naviguer ailleurs, mais j'encourage tout le monde à regarder ces belles épreuves où il y aura de beaux dériveurs. Et puis après, quand vous avez vu tout ça, revenez dans les clubs, venez voir un peu ce qui se passe en Haute-Garonne ou ailleurs, puisque on va aller un peu plus loin, la mer est pas si loin, donc n'hésitez pas à venir naviguer et rencontrer toutes ces personnes. Moi, j'ai adoré la passion que vous essayez de nous faire passer, Jean-Pierre, et j'espère que tu reviendras nous revoir et nous raconter plein d'autres choses. Pourquoi pas. Moi aussi, je veux bien revenir. Avec grand plaisir. Alors, juste une petite chose avant de terminer. Pour plus de renseignements, parce que c'est quand même l'information, je rappelle que pour que vous puissiez faire à vos auditeurs qui nous écoutent, vous pouvez vous rendre sur le site que j'ai référencé, mais tu m'arrêtes si je me trompe, c'est cdv.31.free.fr. Voilà, et là vous trouvez certains renseignements. Peut-être qu'il y a une autre information. Allez, vas-y, on fait de la promo sur ton club. Est-ce qu'on peut te joindre? T'as une page Facebook, t'as quelque chose, Natacha? Oui, allez, l'antenne est ouverte. Oui, j'ai une page Facebook. Je pense que c'est tapé Laragou. Laragou, c'est le lac, et du coup vous allez avoir toutes les infos. Généralement, dès qu'un week-end est ouvert, j'annonce ce qu'on fait. Et après, on fait aussi hors de la voile, on fait du paddle, on fait du paddle yoga, on amène, il y a de l'eau, il y a du vent, on a tous les bateaux avec le vent sur l'eau, il n'y a pas de vent, on trouve une solution. Le but, c'est d'être sur l'eau et de partager tous un bon moment. Si on va venir te retrouver, comment ça se passe? Faut appeler quelqu'un si on veut découvrir moi. Voilà. Oui, alors faut t'appeler toi. Je vais pas donner le téléphone forcément, mais on peut se rejoindre directement sur place. Comment on fait? Oui, en fait, nous on est ouvert on est ouvert pour l'instant tous les dimanches après-midi. Quand il va faire beau surtout. Enfin, en tout cas, quand il va faire un petit peu meilleur. Et c'est au Laragou. On peut l'avoir sur Facebook. On trouve assez rapidement. Et puis du coup, on les accueille. Un petit barbecue s'il y a besoin, un petit coup à boire, et on termine à la guinguette pour que la journée se passe extrêmement bien. Là, t'as le petit mot qui va bien pour finir, pour conclure cette émission. Merci beaucoup à tous les deux pour ces témoignages passionnants. Bonne continuation pour le développement de la voile en Haute-Garonne. Nous avons été très heureux de vous entendre dans l'émission Ici on parlait de sport, et on vous souhaite une bonne saison 2024. Vous êtes les bienvenus quand vous voulez. Merci à vous. C'est la mi-temps, retour vestiaire, et on se retrouve dans quelques instants pour parler du sport en milieu rural avec Brigitte Linder, présidente de la Fédération nationale du sport en milieu rural. Et si on parlait de sport, mi-temps. Passionné de sport, vous souhaitez participer à son développement sur le territoire de la Haute-Garonne? Alors ne cherchez plus. Le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne est là pour vous. Notre passion commune, l'excellence sportive et l'olympisme. Le CDOS 31 accompagne les comités départementaux et les clubs dans leur développement. Par des formations adaptées aux bénévoles salariés pour développer leurs compétences, par l'organisation de multiples manifestations sportives dans lesquelles vous pouvez être intégré, à travers la mise à disposition de volontaires en service civique. Alors contactez le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne dès maintenant par mail, contact@cdos31.org ou au 05 62 24 19 02. Ensemble, faisons briller la Haute-Garonne à travers le sport. Et si on parlait de sport, deuxième mi-temps. Et retour dans l'émission, et si on parlait de sport avec notre invitée Brigitte Linder, qui est présidente de la Fédération nationale du sport en milieu rural. Bonjour Brigitte. Bonjour cher Laurent. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors aujourd'hui on t'invite parce que tu es la présidente justement de cette fédération dont tu vas nous parler, qui est le multisport, Fédération nationale du sport en milieu rural, et pas au titre bien sûr de ton titre que tu as ici de présidente et qui nous accueille avec grand plaisir, mais on avait envie de te recevoir pour que tu nous parles un petit peu de tout ça, et d'abord que tu nous dises toi-même un petit peu qui tu es et quel est un peu ton parcours et cette passion qui t'anime, parce que être au comité olympique c'est bien, mais en même temps s'occuper d'une fédération multisport, waouh, c'est autre chose encore. Et oui, il faut de temps en temps être passionné, et moi je me suis toujours laissée guider par ma passion. Alors j'ai été sportive, j'ai fait donc du ski à un certain niveau, puis ensuite j'ai toujours été ouverte vers les autres. Et c'est vrai que j'avais des grands-parents qui étaient dans le milieu rural, que l'on disait à l'époque profond, parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Et là, je me suis dit quand même, il faudrait que j'arrive à faire quelque chose. Et on est venu me chercher à l'époque. J'ai tout à fait commencé à la base puisque j'étais secrétaire générale d'un foyer rural. Et puis là, ça m'a intéressée. Et puis je suis passée au comité départemental. Et puis de là, un jour, le président fédéral s'arrêtant m'a demandé, ça va faire 12 ans maintenant, m'a demandé de prendre la fédération du sport en milieu rural. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une passion, mais c'est
tellement enrichissant, mon cher Laurent. Mais alors c'est l'esprit de l'émission où si on parle de sport, et nous ce qu'on aime c'est aussi que tu nous parles du sport profond, comme tu dis, ce sport de campagne, c'est ça qui est intéressant de parler dans cette émission. On donne la parole à tout le monde, donc bienvenue et tu as la parole. Oui, peux-tu nous parler, nous présenter cette Fédération nationale du sport en milieu rural ainsi que son origine? Alors la Fédération nationale du sport en milieu rural est une fédération multisport, c'est-à-dire qu'on y pratique diverses activités sportives classiques, qui sont, par exemple, le tir à l'arc. Il y a une fédération olympique du tir à l'arc. Donc nous, notre rôle, si vous voulez, ça n'est pas de prendre la place des fédérations olympiques, mais bien à la base de former des jeunes, des adultes, aussi des jeunes adultes, qui voudraient pratiquer une activité sportive et qui pourront après se diriger vers les fédérations olympiques. Voilà, nous sommes, je dis, une pépinière de sport, de découverte sportive. C'est normal pour le milieu rural, les pépinières, ça se comprend. Ça va très bien, hein, n'est-ce pas? On s'aime. Alors donc nous sommes issus à l'origine, alors je vais être très courte parce que c'est une longue histoire, nous sommes issus de la Fédération nationale à l'époque des foyers ruraux, qui est devenue la Confédération des foyers ruraux, et nous avons pris notre envol il y a en 1900, les dates Laurence. 1983. Merci, j'ai lu ça dans Laurent. votre superbe site. Oui. Mais en 1983, on était encore une commission, mais en fait on est devenu il y a 12 ans, c'est ça correspond à mon premier mandat, il y a 12 ans que notre fédération est devenue cette commission est devenue une fédération à part entière. Voilà. Agréée par le ministère des Sports. Agréée par le ministère des Sports, reconnue par le Comité national olympique et sportif, puisque j'ai la chance de pouvoir y représenter les territoires, puisque je suis coprésidente de la commission des territoires avec Gilles Herme, président d'une fédération olympique. Donc, une multisport avec une olympique. Et quels sont les principaux objectifs, justement, de cette fédération? Bien, les principaux objectifs de cette fédération, c'est d'aller au plus près de la population, de permettre à tout un chacun éloigné des centres de pratique de pouvoir pratiquer une activité, en découvrir aussi. Et c'est moi... vraiment ce à quoi je tiens, c'est le maintien du lien social dans le milieu rural. Parce qu'on a souvent des petites communes où il n'y a pas grand-chose. Maintenant, vous le savez que tous les services publics sont supprimés, donc on n'a plus rien. Il reste de temps en temps un café et quoique. Donc, nous essayons d'animer dans le milieu rural le sport. On propose du sport aux plus jeunes, aux moyens et aux personnes plus âgés. Donc j'avais noté, il y a quatre grands secteurs dans ces objectifs. On est très riche en activités. Voilà, donc favoriser les actions sportives, facteurs de développement sur le territoire, ça c'est un des Bien points sûr, aussi que vous vouliez. Tout à fait. Participer à la création d'emplois, ça m'intéresse dans le domaine sportif. Donc c'est aussi une des choses que vous aidez, vous propulsez dans les villages. Bien oui, parce que à partir du moment où tu mets des activités sportives en place, il faut quand même des animateurs et des éducateurs. Donc on permet à des jeunes de pouvoir donc manager ces activités sportives dans les territoires. Alors, est-ce que tu peux nous présenter, parce que ça c'est comme le côté passionnant, toutes ces activités sportives, j'ai vu qu'il y en avait des centaines, et c'est regroupé dans 5 familles, mais il y a énormément de choix. Moi j'ai découvert multisport. Du tir à la corde, enfin ça fait sourire, mais on a tous fait ça dans les écoles à le l'époque. skateball. Voilà, des choses comme ça. Alors il y a plein de choses. Le disc golf. Voilà, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui. J'avais noté toutes les familles que vous avez, mais ça, pour attirer les gens à vous rejoindre, c'est peut-être intéressant de leur expliquer que ça existe finalement. Oui, en fait, quand tu veux mettre des activités sur un site ou dans un lieu, il faut quand même s'adapter au milieu. Et c'est vrai qu'en France, nous avons beaucoup de chance parce qu'il y a la culture sportive des jeux traditionnels qui est vraiment dominante. Donc nous, au niveau de notre fédération, parce que je ne vais pas parler des disciplines classiques, tir à l'arc, danse, bref. En fait, je vais plutôt axer mon intervention sur ce qui est un peu original chez nous. C'est-à-dire, on maintient les jeux traditionnels. Donc c'est les jeux de palais, les jeux de quilles, les jeux de boules aussi. Les jeux de boules, voilà. Et à côté de ça, depuis un certain nombre d'années, on fait la promotion de disciplines que personne ne connaît, qui sont intergénérationnelles, qui peuvent s'adresser aussi à des personnes qui ont un handicap. Donc ce sont des disciplines de partage comme le gateball qui vient du Japon. Ouais, truc un peu fun, tous ces trucs-là. En fait, c'est du croquet, mais ça marche très très bien. En fait, c'est un croquet modernisé, c'est-à-dire c'est plus le croquet à l'anglaise. C'est le croquet modernisé et c'est parti de la Bourgogne. Ensuite, on a du disque golf. Ça, alors j'ai découvert aussi, c'est top. Voilà. En fait, pour l'expliquer aux gens, on a ce qu'on appelle un frisbee. Un frisbee, et on doit le balancer dans des espèces de corbeilles. Et c'est comme du golf, c'est-à-dire qu'il y a des parcours à faire de nature. Vous pouvez le faire en famille. C'est extraordinaire. Enfin, moi, j'ai découvert, je connaissais pas, et franchement. Et ce qui
qu'il y a d'intéressant aussi, c'est en matière d'environnement, c'est que pour le disc golf, on utilise des espaces qui dans les communes ne sont pas utilisés, où tu peux avoir des prés, tu peux avoir des bois sans détruire la nature, et on installe des parcours dans des forêts avec les communes. On fait pas de trous, je rappelle. C'est frisbee, c'est un petit panier qu'on lance dans un panier. Voilà. Il n'y a pas de putt, effectivement, c'est simplement, il faut se rapprocher. Mais c'est vraiment assez fun à faire. Et la dernière discipline, une des dernières disciplines, c'est le tir à... Ah non, parce qu'il y en a d'autres. Il y a la coupe de bois sportive. Extraordinaire. La coupe de bois sportive. Alors ça aussi, ça faisait bien rire l'ancien président du CNOSF, Denis Massiglia, quand je lui en parlais. Mais en fait, la coupe de bois sportive, c'est une discipline qu'on travaille, qu'on développe avec les lycées de bûcheronnage. Voilà. Donc tout tourne autour de la façon dont on abat les arbres. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Et ensuite, une autre discipline, c'est le tir à la corde. Alors le tir à la corde était aux Jeux Olympiques, a été supprimé à cause d'erreurs d'un certain pays qui avait triché en mettant des clous dans ses chaussures. Donc ça a disparu des Jeux, je crois, en 1924, pour pas dire de bêtises, ou 26, mais je crois que c'est 24. Et donc cette année, lors de nos Jeux, à la Villette, à côté du Club France, dans l'espace réservé aux activités, nous allons animer une zone avec du tir à la corde. Retour aux traditions. Retour aux traditions. Ah non, c'est sympa. Puis le tir à la corde, ça reste effectivement, c'est des équipes qui on tire tous ensemble. Il y a un côté, en tout cas, moi, toutes ces activités, c'est intéressant. Il faut le dire, il faut en parler. C'est l'occasion de te donner la parole. Alors, c'est une fédération. J'ai envie de dire, là maintenant, j'ai un peu plus loin. Et je vais te titiller un peu, mais c'est une fédération que de loisirs uniquement. Ah non. Alors, dis-moi. Non. Dis-moi. Alors, nous ne sommes pas olympiques. Je dis bien tout de suite par rapport à mes collègues des fédérations olympiques. Ne vous inquiétez pas, les amis, je ne ferai pas de l'olympisme. Mais nous sommes donc une fédération sportive. Sauf si le tir à la corde revient au goût du jour. Ah oui, mais c'est pas pour demain, je pense. Mais nous organisons quand même parce que c'est intéressant pour des gens de pouvoir pratiquer, mais aussi de pouvoir se mesurer à d'autres. Donc nous avons, au niveau du tir à la corde, on va commencer par cette discipline. Nous avons une reconnaissance au niveau de la TWIF, qui est la Fédération mondiale du tir à la corde, et qui reconnaît notre fédération comme porteur de la discipline en France. Donc de la compétition, là, on va dire le mot. Chaque année, nous faisons de la compétition. Nous allons au championnat du monde. Ensuite, pour la coupe de bois sportive, c'est pareil. Nous participons aux championnats mondiaux de coupe de bois sportive où on fait la promotion de nos jeunes bûcherons et où on ramène quand même quelques médailles. Le tir à la corde, c'est encore un peu juste, mais sauf là où on vient d'envoyer aux Jeux mondiaux du tir à la corde en salle, on a envoyé 2 équipes du Pays Basque et nous sommes revenus avec des médailles de bronze et d'argent par équipe. Et comment est organisée la Fédération nationale du sport en milieu rural sur le plan national, mais aussi sur le plan local? Elle est organisée comme toutes les fédérations agréées, avec une déclinaison régionale, les comités régionaux, et une déclinaison départementale avec les comités départementaux. Donc ce sont des associations, etc. Oui, nous avons le même fonctionnement que les différentes fédérations que vous avez reçues jusqu'à maintenant. C'est une déclinaison fédérale. Et un nombre de licenciés en tête, un petit peu, qu'on ait une idée? Alors, on n'arrête pas d'augmenter. Donc, on est passé, je vous dirais qu'il y a 3 ans, on n'était même pas à 15 000. Et maintenant, nous sommes à 65 000 licenciés. Et je crois que nous avons atteint cette année les 965 clubs, je crois. Association, oui, au club. Alors, cette fédération a initié certains dispositifs pour développer le sport en milieu rural et notamment ce fameux concept de mobile sport. Ah, oui. Peux-tu nous en dire quelques mots? Alors, le mobile sport, c'est toujours pareil. On a cherché, on s'est interrogé comment aller au plus près de la population. Et c'est vrai qu'il y a des petits villages, en termes de géographie, qui arrivent à être très éloignés des grandes villes où la pratique sportive est quand même compliquée. Donc, c'est un camion qui est équipé, il y a un animateur dans le camion et il est équipé d'une 20aine de disciplines. Et on se déplace dans les villages, donc il y a des accords qui sont passés avec des communes, si bien que dans la journée, on peut très bien aller dans l'école, la petite école du village, on peut aller être dans le centre qui accueille les personnes âgées, les jeunes, on peut permettre aussi une activité sportive aux jeunes femmes. Voilà, c'est aller au plus près de la population. Le principe, c'est un petit véhicule qui se déplace, c'est un beau véhicule. Un beau véhicule avec à l'intérieur tout un tas de... Une 20aine d'activités. C'est ça, donc
adaptable. Voilà, l'animateur ou l'animatrice arrive, s'installe dans le village, c'est préparé à l'avance et les gens peuvent pratiquer. Tout à fait, voilà. Et ça marche très très bien, on en a 19 pour le moment sur le territoire national. Alors vous avez produit un très joli film d'ailleurs qui est passé il n'y a pas si longtemps que j'ai été regarder, qui est extraordinaire. Mais c'est surtout TF1 et Antenne 2 qui ont fait de très beaux films aussi. Et là j'encourage les gens qui écoutent cette émission d'aller voir, parce que sur le site on mettra le lien de ce joli film qui apporte vraiment beaucoup de choses. Moi j'ai beaucoup apprécié l'approche et c'est vraiment ce sport de la terre profonde du territoire qui ressort. Est-ce que tu as dit un petit peu, mais est-ce que tu as quelques résultats sportifs à partager sur ce qui s'est passé, qu'on ait une idée, puisqu'il y a 3 grandes disciplines d'après ce que tu dis, de résultats. Est-ce que tu as des choses en tête à nous dire de l'année dernière qui ressortent? Les Français, tu disais, ils ont fait des petites places de 3e? Oui, non, c'est là dernièrement, donc c'est les équipes basques qui ont fait des médailles de bronze, une médaille de bronze et une médaille d'argent pour les jeunes en équipe, ce qui est intéressant. Bon, l'année dernière, il y a 2 ans, on avait bien brillé à la Coupe du Monde de bûcheronnage, mais l'année dernière, ils se sont un petit peu relâchés. Donc, on était aux portes des médailles, mais on n'y est pas arrivé. Hein. Donc, en fait, si on veut rejoindre la Fédé, on peut participer à ces compétitions-là. Absolument. Avec un peu d'entraînement. Voilà, avec d'entraînement. Le bûcheronnage, donc, on appelle comment ça s'appelle? La coupe de bois sportive, c'est ça? La coupe de bois sportive. Voilà, et on peut participer aussi. C'est intéressant à voir. Hein. Tir à la corde aussi, et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme sport qu'on peut pratiquer? Le guet-ball. Le guet-ball, voilà, donc tout ça. Là aussi, alors là, par contre, au guet-ball, on a une personne qui est en Bourgogne et qui a été champion du monde. Voilà. Et bien voilà, vous voulez être champion du monde, vous voulez participer et faire briller la France, n'hésitez pas, ces nouvelles disciplines, ça sort du cadre, mais c'est aussi super intéressant à pratiquer. Alors, dernière question importante, c'est pour adhérer à cette fédération, pourquoi adhérer à cette fédération nationale du sport en milieu rural finalement? Pourquoi on a intérêt à aller vers vous? Qu'est-ce qui fait qu'on a intérêt à aller vers vous? Écoute, quoi te dire, parce qu'il faut quand même rester modeste. Hein. Je pense que quelqu'un qui a envie, qui habite dans le milieu rural, qui a envie de pratiquer des loisirs, peut se rapprocher effectivement de notre fédération, parce qu'on offre quand même beaucoup de services. Et puis, on a des clubs aussi qui se créent. Et actuellement, dans certaines communes, pour pouvoir bénéficier des locaux, on te demande d'être affilié à une fédération. Voilà. Mais moi, je ne ferai pas plus de publicité pour notre fédération qu'une autre. Je trouve que tout le monde a sa place. Et c'est vrai que si les gens ont envie d'adhérer à notre fédération, moi je les invite à aller voir notre site. Il suffit qu'ils tapent FNSMR et ils tomberont sur le site et là ils pourront voir toutes les informations et pourront se dire cette fédération m'intéresse ou m'intéresse pas. Alors en fait j'ai une idée, j'ai un sport un petit peu en marge, je sais pas trop comment me diriger, à ce moment-là, j'ai intérêt à appeler, je suis dans un petit village, j'ai intérêt à appeler la fédération nationale en disant voilà, j'ai ce projet, voilà, c'est une discipline qui n'est pas très connue, mais j'ai envie de pratiquer. Et là, vous pouvez accueillir ces gens-là qui sont... Bien sûr. Et alors, j'insiste largement parce que c'est quelque chose, moi je suis quelqu'un qui dit les choses et j'ai un très très bon retour de l'accueil de nos salariés à Paris. On n'est pas très nombreux, mais il y a une qualité d'accueil et d'information. Il y a beaucoup de disponibilité au niveau fédéral, c'est ce qui m'est dit. Et je crois que c'est important, voilà. Voilà, en tout cas, nous on était contents de te recevoir. Moi j'ai appris, le site est bien fait, faut le dire, parce que je ne sais pas qui chez vous l'a fait, mais j'ai trouvé plein d'informations et surtout le plaisir de regarder ce que vous faites. On n'en parle pas assez souvent, j'ai envie de dire, et on était très contents de te recevoir dans cette émission, Pauline. Oui, merci beaucoup Brigitte pour ton témoignage et ton intervention dans l'émission Ici on parlait de sport. Bonne continuation pour la suite de la saison 2024. Eh bien, merci à vous deux, puis je suis ravie d'être venue avec une autre casquette. C'est la fin du match et de cette 38e émission Retour vestiaire pour les grands rendez-vous à venir et le programme de la semaine prochaine. Et si on parlait de sport ? Fin du match. Et oui, c'est la fin du match et de cette 38e émission avec les grands rendez-vous de la semaine dans l'agenda des sportifs avec Nathan Coquille et Pauline Gaston-Condutte. Au programme, on commence par les championnats du monde hommes et femmes de saut à ski qui se dérouleront à Lahti en Finlande du 29 février au 10 mars. Toujours à partir du 29 février jusqu'au 3 mars, vous pourrez suivre la Coupe du monde de biathlon hommes et femmes qui se déroulera à Oslo en Norvège. Du 27 février au 3 mars, les mondiaux de voile olympique Fortniner en Lanzarote en Espagne. Et en rugby, et pour le compte de la 22e journée de Pro D2, Béziers reçoit Brie le 29 février, Montauban reçoit Agen et Colomiers se déplacent pour affronter Provence Rugby, 2 matchs qui auront lieu le 1er mars. Pour commencer le mois de mars, il y aura les championnats du monde en salle d'athlétisme du 1er au 3 mars à Glasgow en Écosse. Toujours du 1er au 3 mars, le judo sera à l'honneur avec le Grand Slam de Tachkent en Ouzbékistan. Du 2 au 3 mars, il y aura la Coupe du monde
de ski alpin homme à Aspen aux États-Unis. L'équipe de France de handball féminin jouera 2 matchs de qualification pour l'Euro contre la Slovénie le 29 février ainsi que le 3 mars. Et reprise de la Formule 1 dimanche 2 mars à Bahreïn et du championnat du monde d'endurance WEC au Qatar. Passons au cyclisme sur route aussi avec le classique Paris-Nice du 3 au 10 mars. En foot, la Ligue 1 sera au rendez-vous avec 2 matchs le 3 mars. Toulouse reçoit Nice et Montpellier reçoit Strasbourg. Et au sommaire de cette prochaine émission, la première mi-temps sera dédiée à une association remarquable, Colosse au pied d'argile, fondée par Sébastien Boueil, un ancien rugbyman du Sud-Ouest. Cette association tire son inspiration de son histoire personnelle marquante. Sébastien, victime d'abus sexuels durant son adolescence, a trouvé le courage de briser le silence des années plus tard et de poursuivre en justice son agresseur. Depuis, l'association s'engage dans la prévention des violences sexuelles, du bizutage et du harcèlement en milieu sportif, offrant formation, accompagnement et soutien aux victimes. Cette mi-temps vous permettra d'en apprendre davantage sur cette initiative inspirante et les actions menées par Colosse au pied d'argile. Nous enchaînerons en deuxième mi-temps avec de la désillusion à la renaissance. David Berty, joueur de rugby du Stade Toulousain à la carrière brillante, 5 titres de champion de France, une Coupe d'Europe, 2 challenges Yves du Manoir, 6 sélections en équipe de France et puis l'annonce soudaine par les médecins de cette maladie, la sclérose en plaques dont il est atteint, qui met fin à tous ses espoirs de poursuite et ses rêves de haut niveau. Et pourtant, après les années d'interrogation, il est parvenu à l'acceptation de cette maladie et renaît à l'espérance en gravissant le Kilimandjaro. Un message d'espoir, de combat, de refuser d'abandonner. David nous en parle avec humilité, passion, un témoignage poignant dans Et si on parlait de sport. Merci à Jean-Pierre Finazzi, Natacha Salom, Brigitte Linder pour votre participation dans l'émission Et si on parlait de sport. C'est la 38e émission de Et si on parlait de sport. Un très très grand merci à tous les internautes qui nous suivent de plus en plus nombreux. Continuez à nous écouter et à partager sur les réseaux. Merci à l'équipe du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne et à Brigitte Linder, sa présidente, pour son aide précieuse à la réalisation de cette émission. Merci à l'équipe technique pour le formidable travail qu'elle réalise chaque semaine pour produire cette émission. Pauline Gaston-Conduit à l'animation radio et au montage son. Marin de Pintis au montage visio pour les plateformes podcast. Et à Sébastien Coratin, notre partenaire informatique, Samper Connect pour l'ensemble du suivi réseau informatique, plateforme podcast, site internet et ses conseils avisés. Merci à Nathan Coquille comme chroniqueur pour son apport précieux dans cette émission. Merci Pauline, co-animatrice de l'émission. Merci Laurent. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure de Et si on parlait de sport la semaine prochaine.